Mesdames et messieurs, bonsoir. Nouvelle technologie de l'information et de la communication par-ci, technologie de l'information et de la communication par-là, tout le monde ou presque en parle, ça c'est sûr. Mais tout le monde ou presque sait-il de quoi il s'agit exactement? Peut-être oui, peut-être non. Un citoyen, un ordinateur, une connexion pour 500 000 familles, mythe ou réalité. TIC, phénomène de mode ou exigence des temps modernes. Dans notre pays, à qui profitent les technologies de l'information et de la communication? Est-ce à la Côte d'Ivoire d'en haut ou la Côte d'Ivoire d'en bas ou alors à la Côte d'Ivoire tout court dans toutes ses composantes? Si oui, quelles en sont les manifestations concrètes? Et on n'en parle pas souvent, il ne faut pas l'oublier, la Poste de Côte d'Ivoire existe bel et bien. Que pèse-t-elle aujourd'hui dans un monde résolument tourné vers la haute technologie? Le décor est ainsi planté. Merci d'accueillir chez vous M. Bruno Koné-Nabagné, porte-parole du gouvernement, dans une présentation de Francis Boifo. Bruno Nabagné Koné est ministre de la Poste, des Technologies de l'Information et de la Communication depuis juin 2011. Le porte-parole du gouvernement de Côte d'Ivoire a occupé plusieurs postes avant d'être nommé ministre. Directeur des affaires réglementaires zone AMEA, Afrique, Moyen-Orient et Asie de France Télécom Orange, directeur délégué audit finance de la même structure, directeur général de Côte d'Ivoire Télécom, Prestige Télécom et de plusieurs autres structures sous-régionales et internationales. Disons que le ministre Bruno Nabagné Koné est un habitué de l'administration. Sa spécialité, l'économie des télécommunications et des TIC, la comptabilité et la gestion financière, l'audit et l'organisation, le management des entreprises. Bruno Nabagné Koné est diplômé de l'École supérieure de commerce d'Abidjan ESK, option finance comptabilité, et de l'École des hautes études commerciales HEC de Paris. Bruno Nabagné Koné est chevalier de l'Ordre du Mérite national de Côte d'Ivoire en 2006, chevalier de l'Ordre du Mérite de la culture de la République de Côte d'Ivoire en 2007, officier de l'Ordre du Mérite des postes et télécommunications de la République de Côte d'Ivoire en 2008 et officier de l'Ordre national en 2012. L'invité de RTI 1 Roussois est né le 6 septembre 1960. Il est marié et père de 5 enfants. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, nous vous attendions déjà le 24 février dernier. Vous n'êtes pas venu, et pourquoi? Et vous avez été prévenu quelque temps avant des raisons de cet empêchement. Vous savez que le même jour, nous avions eu un séminaire gouvernemental. C'est des choses qui arrivent. Et vous savez par ailleurs que je suis porte-parole du gouvernement, donc j'ai malheureusement des missions qui vont au-delà simplement du séminaire, qui ont fait que ce jour-là, malheureusement, je n'ai pas pu me rendre disponible. J'allais dire, c'est à mon grand regret que je n'ai pas pu le faire ce jour-là, mais c'est avec beaucoup de plaisir en tout cas, aujourd'hui que je me retrouve devant vous et devant les téléspectateurs pour parler. Les téléspectateurs qui sont certainement heureux de vous accueillir. D'ailleurs, il faut leur signaler qu'ils pourraient prendre part à cette émission en appelant tout simplement au 22 40 12 58 où Maïs Sako va se faire le plaisir de recueillir leurs préoccupations. Cette émission, faut-il le rappeler, va s'articuler autour de 3 axes principaux. D'abord, qu'a fait l'État, ou alors que compte faire l'État, en d'autres termes, l'apport de l'État en termes d'offres de services sur ce point. Monsieur le ministre, vous serez interrogé par notre confrère Cheikhna Salif de Fraternité Matin. Monsieur le ministre, vous savez également que le président de la République, M. Alassane Ouattara, attache un prix très important au partenariat public-privé. Eh bien, ce partenariat public-privé va constituer le deuxième axe de notre entretien. Et je pense que vous aurez beaucoup de plaisir à répondre aux préoccupations de Lansine Bakayoko,
de la RTI. Et puis, pour terminer, notre confrère de radio Côte d'Ivoire, qui s'appelle Kolo Koulibaly, a décidé de lever un coin de voile sur la poste de Côte d'Ivoire, qui en ce moment connaît quelques difficultés. Cela dit, et cela fait, Monsieur le ministre, vous allez accueillir dans quelques petites minutes notre confrère de Fraternité Matin, le temps pour nous de faire un détour. Et c'était donc le 19 février dernier, le président de la République, le président Alassane Ouattara, a parlé de ce qui paraît pour certains Ivoiriens comme un rêve. Eh bien, nous allons l'écouter. C'était à l'occasion du lancement officiel de la vulgarisation de la technologie en Côte d'Ivoire. Mon souhait est que la Côte d'Ivoire devienne une plateforme de choix en matière de développement des services liés au TIC et un pays de référence à l'échelle continentale. Je suis très heureux de procéder au lancement du projet « Un citoyen, un ordinateur, une connexion Internet ». C'est un projet qui me tenait particulièrement à cœur. Il s'agit d'un engagement de campagne, certes, mais surtout, ce projet s'inscrit dans notre ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Il permettra de donner à nos concitoyens, partout où ils se trouvent, un accès facile aux ressources fabuleuses des TIC. J'engage donc le gouvernement à œuvrer à travers des mesures encore plus courageuses et plus innovantes à la construction d'une économie numérique forte et inclusive, créatrice d'emplois et bien sûr de valeur ajoutée. Monsieur le ministre, cher confrère de Fraternité Matin, Monsieur le ministre vous écoute. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir. S'agissant de l'accessibilité au TIC, effectivement le 19 février, le chef de l'État a procédé au lancement du projet Un citoyen, un ordinateur plus une connexion Internet. Et pour ce qui nous revient au niveau de la population, il y a eu quand même assez d'engouement. Mais Monsieur le ministre, s'il fallait dresser un bilan, c'est vrai peut-être que vous direz que ce n'est pas assez tôt, mais quel bilan pouvez-vous dresser depuis le lancement le 19 février? Le bilan, il est, vous l'avez vous-même dit, trop tôt pour être fait. Mais par contre, ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous avons noté pour ces premières semaines est très satisfaisant et bien au-delà de ce que nous avons nous-mêmes pensé. La demande est forte, nous nous y attendions parce que tout simplement, nous avons bien mesuré que l'une des faiblesses qu'avait notre pays en matière de développement des TIC venait de ce côté-là, venait du côté de l'accessibilité. Nous avons trop peu d'accès. C'est valable pour les entreprises, c'est valable pour l'État, c'est important, nous en parlerons tout à l'heure si vous le souhaitez, mais c'est valable également pour les ménages. Et ici il s'agit de corriger cette faiblesse-là au niveau des ménages. Il faut bien comprendre que l'accessibilité fait partie d'une stratégie d'ensemble. Cette stratégie d'ensemble, pour répondre justement au message du chef de l'État, à la demande du chef de l'État à tous les Ivoiriens de travailler ensemble à la transformation de notre pays en pays émergent à l'horizon 2020. Et il faut que dans chacun des domaines, nous apportions ce dont le pays a besoin pour être ce pays émergent en 2020. Nous avons noté qu'en ce qui concerne les TIC, il manquait malheureusement un certain nombre de choses. Entre autres, un contexte, je veux dire, réglementaire adéquat. Donc, il a fallu corriger cela. Nous avons pris un certain nombre de mesures. J'espère que nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure. Nous avons vu qu'il y avait également des faiblesses au niveau de la connectivité. Donc, là aussi, nous sommes en train de prendre des mesures. J'espère que nous allons en parler. Ce sont les réseaux importants, structurants que nous sommes en train de construire aujourd'hui en fibre optique, qui vont mailler l'ensemble de notre pays, parce que nous avons l'ambition de construire 7000 km de fibre optique, qui vont être complétés par d'autres technologies. Il faut savoir que nous ne nous arrêtons pas à la fibre optique. Au-delà, il y a des technologies qui sont moins coûteuses et qui permettront de terminer ce qui s'appelle dans notre jargon le last mile. Nous avons ensuite la formation des ressources humaines. Pour nous, c'est une donnée importante.
parce qu'on ne peut pas avoir une telle ambition si on ne se donne pas les moyens humains pour accompagner cette ambition-là. Et c'est dans ce sens qu'un certain nombre de mesures ont été prises au niveau de l'école primaire, au niveau du secondaire, au niveau du supérieur, et notamment au niveau du supérieur, l'ouverture de l'ESATIC. Nous avons également le développement et la promotion du contenu. Et pour nous, c'est essentiel. Le contenu, le développement des applications, c'est par exemple ce que l'État est en train de faire avec ce projet de gouvernance électronique de l'État, donc le projet IGOUV. Et l'ambition, c'est de faire en sorte que nous puissions faciliter la vie de nos concitoyens dans tous les domaines. Cette vie, ça peut être dans le domaine de l'agriculture, ça peut être dans le domaine de la santé, ça peut être dans le domaine de l'éducation, etc. Partout. Donc, mettre en œuvre des applications, mettre en œuvre des développements, mettre en œuvre des facilités qui, justement, rendent la vie plus aisée et plus confortable pour nos concitoyens. Et puis, dans cette stratégie à 5 axes, vous avez vu que j'en ai présenté 4, il y a cet aspect accessibilité. Donc, faire en sorte que les populations aient accès, partout où elles se trouvent sur le territoire national, à un équipement. Ça peut être l'accessibilité à titre individuel, c'est notamment ce projet « Un citoyen, un ordinateur, une connexion », donc qui permet à ceux qui peuvent acheter un ordinateur, ceux qui peuvent acquérir un ordinateur, y compris à crédit, sur une certaine durée, 12 mois, 24 mois, 36 mois, de le faire. Mais dans le même temps, j'insiste là-dessus parce que cela n'est pas souvent entendu, nous développons également l'accessibilité communautaire, en quelque sorte. Donc faire en sorte que, même dans les villages, même dans les zones les plus reculées, nous puissions installer ce qui va s'appeler des cybercentres. Des cybercentres, et je dois dire que là aussi, c'était une promesse de campagne du chef de l'État, de construire 5000 cybercentres. Nous sommes aujourd'hui sur un premier projet de 3000 cybercentres, puisqu'il faut commencer à les établir dans les zones qui ont déjà l'alimentation électrique. Et donc là, ça va être un centre avec 5 postes, avec 10 postes, avec 20 postes, selon la taille de la localité ou selon le nombre de demandeurs, pour permettre qu'on puisse, à la demande, donc accéder à l'outil informatique. Vous voyez, donc c'est une stratégie d'ensemble qui est menée, et là il s'agissait d'un pan de cette stratégie-là. Alors sur ce volet, avec votre permission, je voudrais savoir, Monsieur le ministre, de manière très concrète, le mode d'acquisition du kit est connu, c'est comment il faut le faire. Alors, vous avez fait, il ne faut pas faire de bilan parce que c'est trop tôt, mais en même temps, vous pourrez peut-être dire aux téléspectateurs quel est le prix minimum d'un kit. C'est difficile à dire, tout simplement parce que nous-mêmes n'avons pas voulu imposer un seul type d'équipement. Cela aurait pu être notre choix. Mais il se trouve que dans les demandeurs potentiels d'un ordinateur, il y a des gens qui veulent du très haut de gamme, il y en a qui veulent du moyen de gamme, y compris ceux qui viennent dans ce projet-là, et puis il y en a qui veulent du bas de gamme. Grosso modo, nous allons de 80 000 francs à peu près pour des tablettes, par exemple, jusqu'à 150 000 à 200 000 francs pour les équipements les plus chers. Et il faut dire que ces prix sont pratiquement de 40% moins chers au prix du marché. Moins cher au prix du marché, j'allais dire, c'est l'une des facilités que nous avons voulu donner aux populations, l'un des cadeaux que le gouvernement et que les chefs de l'État ont voulu faire aux populations. Nous sommes en train de réfléchir à d'autres solutions. Je ne vais pas en parler là pour ne pas susciter trop de questions là-dessus, mais nous sommes en train de réfléchir à des solutions au sein du gouvernement pour permettre que les prix soient encore plus bas que ce que je viens d'annoncer. Très bien, on vous attend. Allez-y. Donc, Monsieur le ministre, dans le cadre, bien sûr, de ce projet, vous avez animé, n'est-ce pas, une conférence de presse au cours de laquelle vous avez dit qu'il n'y avait pas de cybercriminels en Côte d'Ivoire, mais plutôt des escrocs, des cyberescrocs. Monsieur le ministre, quelle différence la population doit faire entre le cybercriminel et le cyberescroc? Bon, là, vous posez une question qui peut nous amener dans des débats relativement techniques. Je vais essayer d'expliquer simplement. La cybercriminalité aujourd'hui, c'est quoi? C'est les infractions qu'on peut commettre sur un réseau, sur un système informatique.
ou à travers ce réseau informatique, ce réseau de télécommunications. Donc ce sont ce type d'infraction qui est qualifié de cybercriminalité. Et le constat que nous faisons, pour vous donner quelques exemples dans ce cas-là, c'est par exemple entrer dans un système informatique, prendre des mots de passe, user de ces mots de passe-là pour se donner des privilèges. Ça peut être prendre de l'argent sur un compte quelque part, ça peut être accéder à de l'information. Donc ça peut être de la cybercriminalité dans le but, par exemple, d'espionner quelqu'un. Ça peut être, par exemple, envoyer des messages invasifs dans un système informatique juste pour perturber le fonctionnement de ce système-là. Les spams, par exemple. Donc cela arrive entre concurrents, par exemple, à l'approche d'une opération importante, d'un lancement, d'un marché, on perturbe le fonctionnement de l'adversaire. Ça, c'est de la cybercriminalité. La pédopornographie, pour en parler, donc c'est les images qui mettent en scène des enfants sexuellement, c'est interdit par l'ensemble des lois dans le monde. Ça, c'est de la cybercriminalité. Et je peux continuer sur la liste des choses qui sont clairement définies comme étant des actes de cybercriminalité. Qu'est-ce qu'on constate en Côte d'Ivoire, pour faciliter les choses? L'essentiel, c'est l'escroquerie au sentiment. Quelqu'un est ici, prend des images d'une jeune fille et puis essaie de séduire à distance quelqu'un qui est ailleurs et qui se laisse prendre à la maison et qui lui envoie de l'argent régulièrement pour, en guillemets, satisfaire à des besoins que la personne exprime à partir d'ici. Ça peut être également de l'escroquerie à la loterie. On vous appelle, on vous dit que vous avez gagné. Vous avez gagné 100 millions de francs CFA, mais pour avoir les 100 millions de francs CFA, il faut que vous puissiez, par exemple, mettre à disposition ceci ou cela. J'ai reçu moi-même, et ils sont nombreux les Ivoiriens qui ont reçu ces messages, de personnes qui disent j'ai 40 emplois, par exemple, à la fonction publique, j'ai 10 places à l'ENA, mais bon, il faut m'envoyer telle somme pour que je puisse... Oui, c'est de l'escroquerie qui utilise probablement un ordinateur ou un téléphone. Mais ce n'est pas de la cybercriminalité en tant que telle. Je souhaite que nous arrêtions de nous auto-flageller en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas du tout un paradis de cybercriminels. Nous avons pris, je dois dire aussi, insister peut-être sur ce point aussi, nous avons bien pris la mesure de ce que cette petite escroquerie-là gêne les populations. Que cette petite escroquerie, effectivement, ternit l'image de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que nous avons pris des dispositions qui sont aujourd'hui suffisamment fortes, j'insiste sur le suffisamment fortes, pour arrêter, pour mettre fin à ce type de pratique. Vous en avez les moyens? Aujourd'hui, nous en avons les moyens, parfaitement. Humains, techniques? Nous en avons les moyens et il suffit de voir, j'allais dire, il y a quelques années, quand on parlait de cybercriminalité en Côte d'Ivoire, nous-mêmes étions effrayés parce que nous nous posions réellement des questions. Mais quand on a commencé à mettre la main sur ce que vous appelez des cybercriminels ou des brouteurs, nous nous sommes rendus compte que c'est des gens qui en réalité souvent n'étaient même pas qualifiés en informatique. Donc c'est des escrocs, c'est des personnes qui sont intelligentes certainement et qui arrivent à prendre à défaut d'autres personnes. Mais aujourd'hui, le dispositif qui est mis en place, pour en parler rapidement, ce dispositif, c'est l'identification des abonnés qui a été faite. Vous avez fini, hein? Cette opération est terminée. Oui. Aujourd'hui, nous faisons en sorte que les recrutements récurrents se fassent dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que les photos, le nom, la signature de la personne figurent dans les fichiers des opérateurs, etc. Nous avons renforcé la collaboration entre les structures en charge de la lutte contre la cybercriminalité, notamment entre la direction de l'informatique, des traces technologiques, donc la DITT du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le CICERT, le Computer Emergency Response Team, qui lui est logé au niveau de la RTCI, donc service de police et experts en TIC. Et aujourd'hui, j'allais dire, tout cela, plus une touche supplémentaire de collaboration avec les maisons de transfert d'argent, parce que c'était important de les impliquer
dans cette collaboration, puisque beaucoup d'opérations, la plupart des opérations d'ailleurs, se terminent par ces moyens-là, parce que c'est risqué d'envoyer de l'argent sur un compte bancaire. Donc, par ce biais, ces personnes arrivaient à transférer de l'argent et à faire payer et à le faire payer à des personnes qui ne montraient pas, j'insiste là-dessus, de carte d'identité. Bon, donc, évidemment, à partir du moment où vous mettez fin à cela, que vous obligez les personnes qui vont retirer de l'argent dans ces maisons de transfert d'argent à montrer au préalable une carte d'identité valable, eh bien, vous arrivez progressivement à mettre fin à ces pratiques-là. Donc aujourd'hui, je dois dire que nous continuons à prendre des gens. Ça va mieux. Nous sommes à la fin du phénomène. On continuera d'en entendre parler tout simplement parce que certaines personnes continueront malheureusement, certains jeunes notamment, à tomber dans le piège. C'est ce qui se passe ces derniers temps. Mais il n'y a plus d'issue. La cybercriminalité en Côte d'Ivoire, ou cette petite escroquerie en Côte d'Ivoire, ce n'est plus une option. Donc tous les jeunes qui vont continuer, malheureusement, risquent de tomber dans le filet et de subir les foudres, j'allais dire, de la loi. Je voudrais juste peut-être mentionner le fait qu'il y a une loi qui a été prise aussi, qui est importante, c'est la loi qui lutte contre la cybercriminalité, qui dans notre dispositif est extrêmement importante, puisqu'elle a permis de définir clairement c'est quoi les actes de cybercriminalité. Et puis surtout, elle a permis de mettre des sanctions, de qualifier ces actes-là et de mettre des sanctions qui sont aujourd'hui, de notre point de vue en tout cas, dissuasives, suffisamment dissuasives. Alors, monsieur le Ce ministre, sont des sanctions fortes, jusqu'à 20 ans d'emprisonnement, jusqu'à 100 millions d'amendes, etc. Tout ça pour vous dire que ceux qui continuent à jouer à ce jeu, malheureusement, ont 99% de chances ou de risque de tomber dans le filet. Et ils ne vont rien y gagner, surtout en raison des peines importantes qu'ils vont subir dans l'hypothèse où ils sont pris, et ils sont dans 99% des cas en risque d'être pris. Alors, je voudrais juste, avant Salif, que vous n'interveniez. Monsieur le ministre, je vais vous faire écouter le préfet d'Agboville. Vous l'avez certainement écouté il y a quelques mois. Concernant la matérialisation des infrastructures, le préfet ici réagit. Et puis après, vous allez nous dire si ça va mieux à Agboville. Cette cérémonie de remise des kits, très à propos, pourrait constituer un début de solution à la situation que traverse le département d'Agboville depuis le mois de septembre 2013. À titre de rappel, j'indiquerai tout simplement la fermeture de l'agence de Côte d'Ivoire Télécom d'Agboville consécutivement à un litige foncier au sujet du site qui abritait cette agence. Les appels téléphoniques fixes, l'émission et la réception des télécopies et l'accès à l'Internet pour certaines catégories d'abonnés n'étaient plus qu'un lointain souvenir. Le département d'Agboville, par ailleurs, chef-lieu de la région de la Yimbi-Tiassa, s'en est trouvé à la fois coupé du monde et sinistré en raison de la fadeur que cette situation imprime aux activités des populations qui ne peuvent y vaquer librement et normalement. Attention. Bien, monsieur le ministre, nous allons poursuivre avec l'autorisation de Cheikhna Salif de Fraternité Matin. Je me souviens, monsieur le ministre, je veux m'assurer que la date est exacte. Vous avez installé avec ferveur, tambour battant, une société ici, le bureau régional d'une société qui s'appelle Gemalto. Vous en souvenez? C'était très bien. Et cette société est leader mondial de la sécurité numérique. Aujourd'hui, vous a-t-elle donné satisfaction? Ben, elle s'installe en Côte d'Ivoire, pas seulement d'ailleurs pour la Côte d'Ivoire, puisqu'il s'agit d'un bureau régional. Et n'imaginez pas qu'elle s'est installée ici à cause de nos problèmes en sécurité numérique. Bien au contraire, c'est une société qui, comme toutes les autres, est la bienvenue en Côte d'Ivoire. Il y a un marché important ici, il y a un marché important dans la sous-région. Et nous n'arrêtons pas de dire aux entreprises, en particulier aux entreprises internationales, que notre marché, notre pays recèle de potentialités importantes.
et nous faisons en sorte de les attirer vers la Côte d'Ivoire. Donc nous avons été très heureux d'accueillir cette société, comme nous en avons accueilli bien d'autres d'ailleurs, dans d'autres secteurs, dans le commerce électronique, dans les centres d'appel, etc., etc. Donc nous continuons tous les jours de recevoir des sociétés. C'est avec beaucoup de plaisir, naturellement, que nous avons accueilli cette société Gemalto en Côte d'Ivoire. Le dernier volet de vos questions, c'est bon? Oui, je voudrais aborder avec Monsieur le ministre le système d'octroi des licences. La question CDM à Beauville. Le système d'octroi des licences. Monsieur le ministre, après l'octroi de licences 3G aux opérateurs, il est de plus en plus question et maintenant de licence globale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que la licence globale et quelle différence faites-vous avec la licence simple que vous aviez attribuée en son temps? Monsieur le ministre, avant, vous n'avez pas réagi par rapport au préfet d'Agoville. Justement. Qui a fait cas d'une zone sinistrée qui aujourd'hui a une visibilité nette. Ça va mieux là-bas? Justement, je souhaitais dire un mot sur les propos de Monsieur le Préfet avant de répondre à votre question. Là, nous étions au lancement dans cette région-là du réseau CDMA. C'était la dernière cérémonie d'ailleurs de lancement, puisque nous avons pratiquement fait le tour de la Côte d'Ivoire. Nous avons fait l'IFU, où le président Bédié nous a fait l'honneur de recevoir le premier appel. Nous sommes allés à l'ouest, où le ministre d'État Mabry nous a fait l'honneur de recevoir le premier appel. Nous sommes allés au nord, où le Premier ministre Guillaume Soro et le ministre Ibrahim Ouattara nous ont fait l'honneur de recevoir le premier appel. Nous sommes allés à l'est, où le ministre Adjoumani nous a fait l'honneur de recevoir le premier appel. Nous sommes allés au sud, à Agoville, donc où nous avons terminé, et où le député Adama Bictogo nous a fait l'honneur de recevoir cet appel-là. L'idée, c'était de compléter le dispositif au plan technologie en Côte d'Ivoire. Tout simplement parce que nous avions, jusqu'à maintenant, encore un trop grand nombre de zones non couvertes, ce qui s'appelle les zones blanches dans notre jargon, de zones non couvertes. Et nous avons un trop grand nombre de zones où les réseaux ont été vandalisés, en particulier les réseaux fixes. Et notre administration se retrouvait à fonctionner par exemple avec des téléphones mobiles. Ce n'est pas très pratique pour une administration de ne travailler que comme ça. Et nous avons été très sensibles au discours que nous avons régulièrement entendu des administrateurs, des fonctionnaires à l'intérieur du pays sur la difficulté qu'ils avaient à communiquer. Et notre réflexion a été menée et il a été perçu rapidement que la solution qui pouvait être rapidement déployée à moindre coût, tout en apportant tous les besoins de notre administration, c'était le CDMA. Donc nous avons fait ce déploiement avec 80 BTS, 80 antennes à peu près, donc couvrant aujourd'hui 1000 localités. Et je suis très heureux de constater que la situation dans chacune de ces régions a fortement changé depuis que nos fonctionnaires ont cet accès-là. L'objectif, évidemment, c'est d'aller encore plus loin et surtout de faire en sorte que l'ensemble de notre administration puisse communiquer sur ces réseaux. J'insiste sur un point, la communication entre fonctionnaires sur ces réseaux est gratuite. Je voudrais juste donner une deuxième information qui, elle, concerne le grand public. Donc c'est l'État qui supporte le coût. La communication entre les fonctionnaires sur ce réseau CDMA est gratuite. C'est l'État qui a construit le réseau, donc cela répond peut-être indirectement à votre question. Très bien. Alors, vous avez dit que, Monsieur le ministre, permettez-nous, vous allez répondre tout à l'heure à la question portant sur les 3G et 4G, mais nous allons faire un détour chez Maïsako, justement, pour recueillir les préoccupations des téléspectateurs. Bonsoir, Monsieur Traoré Abou. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Les questions sont nombreuses. La première nous vient de Monsieur Konaté Mohamed. Il appelle de Korogo. Sa question a trait aux sociétés de téléphonie mobile. Monsieur Konaté dit qu'il se sent envahi par les nombreux messages écrits envoyés par ces sociétés aux utilisateurs de téléphone et cela frise parfois le harcèlement selon lui. Que peut faire le gouvernement pour freiner cela?
Notre deuxième appelant est M. Soumaoro Elvis. Il réside à Cocody de Plateau. Après avoir entendu le chef de l'État qui souhaite que la Côte d'Ivoire ait l'une des technologies de l'information et de la communication les plus performantes, M. Soumaoro Elvis voudrait savoir ce que l'État fait pour défiscaliser le matériel informatique. Le troisième intervenant est M. Danyogo Bala. Il appelle de Couteau. Sa question est la suivante. Pourquoi n'avons-nous pas encore le 3G à Couteau? Les populations sont obligées de se déplacer pour se rendre jusqu'à Gon pour avoir accès au Wi-Fi. Et puis, M. Soumaoro Ben Mfali, il est le président de la Fédération ivoirienne des consommateurs Le Réveil. Sa première question est la suivante. Comment l'État peut-il être plus ferme avec les opérateurs de téléphonie mobile quant à l'identification des puces? Cette identification est un échec selon M. Ben Mfali car elle n'est pas faite correctement puisqu'elle ne permet pas de retrouver les arnaqueurs qui envoient en longueur de journée des messages pour escroquer les utilisateurs. Quelle solution propose l'État de Côte d'Ivoire? Et la dernière question de M. Soumaoro Ben Mfali. Lorsqu'un consommateur n'arrive pas à utiliser son téléphone du fait de la mauvaise qualité du réseau, une amende est infligée aux opérateurs de téléphonie mobile par l'ARTCI. Où vont ces amendes? Qu'est-ce qui revient aux consommateurs qui sont les véritables victimes de ces désagréments? Voilà pour l'instant les questions recueillies. Alors, Monsieur le ministre, on va essayer de recadrer cet entretien. D'abord, vous allez répondre à la dernière question. Rapidement, tout à l'heure, celle qui avait été posée par notre confrère de Fraternité Matin. Vous avez un autre visage devant vous. Ça veut dire que nous allons passer à la deuxième partie de l'émission avant que vous ne répondiez aux préoccupations des téléspectateurs. Merci. Oui, effectivement, la dernière question posée par M. Chekna, c'était la différence entre les licences qui étaient délivrées jusqu'à maintenant et celles qui vont être délivrées bientôt. Les licences jusqu'à maintenant étaient des licences de deuxième génération. Pour faire simple, c'était des licences de téléphonie mobile de deuxième génération en ce qui concerne les opérateurs qui délivrent ce service-là. Et comme vous avez pu le voir, il y avait à côté de cela des licences de téléphonie fixe. Il y avait également des licences délivrées à ceux qu'on appelle les FAI, les fournisseurs d'accès Internet, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est ce qui s'appelle les licences délivrées selon la technologie. Le monde entier a évolué aujourd'hui vers ce que nous appelons des licences globales, des licences qui englobent la totalité des services qui peuvent être fournis par un opérateur de télécommunications. Parce que aujourd'hui, vous n'avez pas envie d'avoir 4 sociétés devant vous, l'une qui vous donne le téléphone fixe, l'une qui vous donne l'Internet, l'autre qui vous donne la télévision, etc. Dans beaucoup de pays aujourd'hui, vous avez un seul interlocuteur, une seule entreprise qui vous permet d'avoir l'ensemble des services que vous souhaitez dans le domaine des télécommunications. Nous faisons bien la différence. Je vais commencer par faire la différence entre ce qui concerne l'audiovisuel et ce qui concerne les télécommunications. Donc aujourd'hui, dans la licence globale dont nous parlons, évidemment, il n'y a pas l'audiovisuel. Mais par contre, cette licence globale inclut l'ensemble des services de télécommunications qui sont aujourd'hui délivrés selon des technologies qui ont été, comme vous le voyez, saucissonnées. Donc l'idée, c'est de permettre que l'opérateur qui va arriver puisse fournir du fixe mobile, de l'Internet, voire même d'autres services, si le consommateur le souhaite. Et que si il y avait demain des évolutions technologiques, que nous ne soyons pas obligés de revenir à de nouvelles licences, comme nous l'avons fait par exemple pour la 3G. Voyez, donc c'est, j'allais dire, une simplification qui aujourd'hui arrange l'ensemble du marché, arrange les États, arrange les opérateurs et arrange également les consommateurs, qui sont les 3 cibles principales à nos yeux. Très bien. Lansina Bakayoko, donnez juste 2 minutes au ministre pour répondre rapidement aux préoccupations des téléspectateurs. Bon, la première question, donc, M. Konaté Mohamed, envahi par de nombreux messages. Bon, nous sommes tous clients
des sociétés de téléphonie, c'est vrai que nous recevons des messages. Rien ne vous oblige à lire ces messages-là. Vous pouvez les effacer des réceptions. C'est ce que moi je fais quand cela ne m'intéresse pas. Mais ces messages sont envoyés et dans certains cas peuvent intéresser certains clients. C'est la première chose à dire. Maintenant, une fois cela dit, je dois préciser que la nouvelle loi vous permet de dire à votre opérateur que vous ne souhaitez plus recevoir, par exemple, tel type de message. Et votre opérateur en prend compte, en tient compte, donc, et arrête de vous envoyer ce type de message. C'est la seule Deuxièmement, la deuxième solution, si vous êtes... vous subissez vraiment des désagréments importants du fait de ces messages, vous portez plainte à la RTCI. Vous allez à la RTCI, et c'est ça la différence par rapport à avant, c'est que vous n'êtes plus obligé d'aller au tribunal pour porter plainte. Porter plainte à la RTCI directement, qui peut juger en première instance. Donc, si il y a abus de l'opérateur, la RTCI donc jugera, et puis vous dédommagera si cela est justifié. Très bien, Monsieur le ministre. La deuxième question, pour répondre rapidement. Monsieur Smaro, de Cocody. Oui, que fait l'État pour... la défiscalisation. Pour défiscaliser. Tout à l'heure, je n'ai pas voulu utiliser le terme. Je vous ai seulement dit que l'État travaillait sur un certain nombre de concepts, sur un certain nombre d'actions qu'il va mener certainement, et qui vont permettre de réduire les prix des équipements. En particulier, j'insiste là-dessus, pour un certain nombre de couches sociales. La couche sociale des étudiants me paraît importante. C'est une couche qui est en mesure de démultiplier rapidement les gains que les TIC peuvent apporter. Les enseignants à l'université, l'administration, publics, notamment les préfets, sous-préfets, etc., c'est des gens qui, s'ils peuvent accéder à cet équipement-là à un coût même subventionné, j'allais dire, le rentabilisent très vite, compte tenu de ce que cela va changer dans leur façon de travailler pour l'État. Ils travaillent pour l'État et cela peut amener effectivement des gains de productivité dont l'État, par ailleurs, va bénéficier. Et les étudiants, c'est évidemment pas immédiat le gain, mais à terme, à long terme, j'allais dire, c'est un gain, j'allais dire, inéluctable, parce que ces étudiants, ce sont les cadres de demain, et si nous leur donnons les conditions de se former comme il le faut, notamment à l'usage des TIC, ben nous en faisons demain des consommateurs, des utilisateurs qui sont aguerris et donc qui tirent tout le profit qu'on peut tirer de ces technologies-là. Pourquoi de chez vous, hein? Oui, pourquoi nous n'avons pas encore la 3G? Bon, il y a peut-être une confusion dans la question parce qu'il parle de la 3G à couteau, mais en même temps il dit qu'il va à bon pour avoir le Wi-Fi. Bon, oui. C'est deux choses qui ne sont pas, ce ne sont pas les mêmes choses. Il faut dire que ce sont aujourd'hui les opérateurs privés. Nous avons fait le choix en Côte d'Ivoire de confier à des opérateurs privés le développement de la téléphonie. L'État accompagne, l'État en quelque sorte bouche les trous. Et c'est ce que nous faisons partout, c'est ce que nous avons fait avec le CDMA. Et je peux assurer cette personne qui a appelé qu'à Couteau, il y a par exemple le CDMA. Donc à défaut d'avoir la 3G, donc qui permet de se connecter à Internet, il peut parfaitement, avec un modem CDMA, avoir également un accès Internet. Donc pas besoin, et en plus un accès Internet avec le Wi-Fi, qu'il pourra utiliser lui-même et dont il pourra faire bénéficier ses proches. Monsieur Smaro. Monsieur Smaro Ben Mfali, qui pose plusieurs questions. L'identification des puces, selon lui, est un échec. Nous n'avons pas la même appréciation, puisque, je l'ai indiqué tout à l'heure, cela a permis aujourd'hui à un grand nombre, à la plupart d'ailleurs, des enquêtes policières de se dénouer. Évidemment, nous continuons d'insister pour que les opérateurs restent rigoureux dans la mise en œuvre de ce décret-là. C'est un décret important pour la sécurité de l'ensemble des Ivoiriens. Et nous l'avons déjà dit une fois, et je me permets de le répéter ici. Si un jour, nous ne savons pas remonter
à 1 an. S'il se passe quelque chose dans l'un des réseaux, parce que j'allais dire ça c'est le plus facile, quand il se passe quelque chose, nous savons immédiatement identifier le réseau. S'il se passe quelque chose dans l'un de ces réseaux et que nous ne savons pas remonter jusqu'à 1 an, ben le coupable, ça va être l'opérateur. Ça va être l'opérateur. S'il y a un préjudice à payer, ben ça va être l'opérateur. S'il y a une sanction, ben ça va être l'opérateur. Donc les opérateurs sont bien informés. Ce message leur a déjà été dit, comme je suis en train de le dire ici, clair et net. Et je souhaite qu'ils le comprennent définitivement. Très bien, alors... c'est pas fini. Ah oui. Si, il parle, allez-y. Moi, je n'ai pas noté... Bon, il a parlé des amendes, mais si vous pensez que ce n'est pas une question importante... Non, il dit que dans les amendes, de quoi bénéficie celui qui a posé l'amende? Vous savez, je vais simplifier la chose. La RTCI est une structure publique. Et les ressources de la RTCI, ce sont les ressources de l'État. L'État, c'est vous, moi. Et les ressources qui vont au-delà des budgets d'investissement et de fonctionnement de la RTCI, ce sont des ressources qui reviennent à l'État et qui peuvent servir à faire des investissements dans tous les domaines. Je peux même dire que demain, ces ressources-là peut-être permettront de renforcer notre action, par exemple, dans le développement du CDMA ou d'autres dans le développement de la fibre optique, etc. Disons, des solutions télécom qui profitent également aux Ivoiriens. Donc, n'allez pas imaginer que le consommateur ne gagne rien dans cela. C'est une erreur de le penser. Lassine Bakayoko, le ministre est à vous. Monsieur le ministre, moi je vais commencer par une question d'ordre factuel. Il y a une grosse polémique autour de la 4G. Vous avez été soupçonné de favoritisme par rapport à un des opérateurs majeurs. Alors vous, quelle est votre part de vérité dans cette affaire? Est-ce que vous étiez au courant? Est-ce que ça s'est passé à votre insu? Mais je dois vous préciser qu'on a quand même vu des panneaux publicitaires dans la ville. Donc vous ne pouvez pas ignorer cela. Vous savez, ce qui s'est passé, c'est qu'un opérateur saisit la RTCI, donc l'agence de régulation, et demande des fréquences d'essai. Sur tous les marchés, cela existe. Et les opérateurs en ont besoin pour tester du matériel, pour vérifier des choses, pour tester leur modèle économique, etc., etc. J'allais dire, ce sont des choses qui se font. La RTCI, donc, dans ce cadre-là, a effectivement délivré à cet opérateur-là des fréquences. Les fréquences qu'il avait demandées contre contrepartie, une contrepartie officielle qui a été payée dans les caisses de la RTCI. 169 millions de francs CFA, si j'ai bonne mémoire. Ensuite, nous avons noté effectivement que cet opérateur-là faisait une communication qui allait au-delà de l'engagement qu'il avait pris et au-delà des simples essais qu'il était censé faire. Ces essais-là sont encadrés par la loi. Ces essais sont... Parce que c'est quand même un domaine qui est suffisamment encadré, le domaine de la téléphonie. Est-ce que ces essais-là étaient encadrés par la loi? Il y a plusieurs acteurs et il y a plusieurs lois. C'est peut-être ça la difficulté. En ce qui concerne l'acteur, j'allais dire les acteurs dans le domaine des télécommunications, nous avons fait ce que nous avions à faire. Quand nous avons noté que la communication qui était faite était excessive par rapport aux essais supposés, nous avons pris toutes les dispositions, y compris en interpellant les organes en charge de la régulation de l'audiovisuel, de la publicité en Côte d'Ivoire, etc., pour que cela soit arrêté. Nous avons écrit à l'opérateur en question, nous avons sanctionné l'opérateur en question, etc. Donc j'allais dire, nous avons fait notre part, non. Mais il se trouve qu'entre le moment où cela a été fait et le moment où cela a été arrêté, il y a eu un certain temps qui a été interprété, mais de mon point de vue mal interprété par les uns et les autres. Vous savez, sur cette question-là, nous sommes, j'allais dire, très rigoureux et en même temps, nous sommes ambitieux par rapport à notre pays. Nous allons certainement aller à la 4G dans les renouvellements de licences qui sont en cours. Il n'y a absolument aucun doute sur cela. Nous ne souhaitons pas que cela se fasse dans le désordre. Et nous ne souhaitons pas que cela se fasse dans l'injustice. Il ne faut pas que des opérateurs, j'allais dire indûment, prennent, surtout au niveau de la communication, des avances sur les autres. Et c'est l'objectif que nous avons eu. Entre autres, j'allais dire, l'autre objectif, c'était celui de protéger également les consommateurs. Oui, mais
Parce que la communication qui était faite pouvait être trompeuse pour les consommateurs. Donc nous avons suffisamment attiré l'attention de tous. Nous avons demandé à la RTCI de produire des communiqués qui ont été produits pour prévenir qu'aucune autorisation n'avait été donnée en Côte d'Ivoire dans ce domaine-là. Bon, j'allais dire, nous avons fait tout ce que nous avions à faire. Et si, évidemment, aujourd'hui, j'allais dire, un autre opérateur demandait à faire ce même type d'essai, il n'y a absolument aucune raison, d'ailleurs, que nous le refusions. Si ces essais restent dans le cadre purement technique, sans communication, sans commercialisation, et j'insiste là-dessus, sans communication et sans commercialisation, s'il y a la moindre communication, la moindre commercialisation, je peux vous assurer, le président du conseil de régulation est là, les membres du comité de régulation sont là, j'allais dire, c'est des instructions qui sont données en direct, qu'ils appliquent immédiatement, et dès demain, tous nos textes dans ce domaine-là. Il faut absolument que les opérateurs respectent nos textes. Il faut absolument que nos consommateurs soient protégés. Le message est passé. Et il faut absolument que vous compreniez que nous défendons les consommateurs et que nous défendons l'intérêt de l'État de Côte d'Ivoire. Exactement, nous savons que vous défendons les consommateurs, mais nous allons revenir aux réformes que vous avez entreprises dans votre secteur. Vous avez décidé de réduire, quand je parle de vous, je parle du gouvernement, de réduire le nombre d'opérateurs à 4. Et depuis que vous avez parlé de ça, les opérateurs semblent faire la sourde oreille. En tout cas, à ma connaissance, je n'ai pas encore entendu de réunion qui leur permettent de négocier les facteurs de la fusion. Alors, à quand le retrait des licences? Quel est le délai que vous leur avez imparti et à quand le retrait des licences? Mais là aussi, je vais essayer d'expliquer simplement ce qui se passe. Nous n'avons pas donné une option à ces opérateurs. Cela est mal compris peut-être par la population. Ce que nous avons dit et que je vais essayer de répéter simplement ici, c'est qu'il y a 4 opérateurs aujourd'hui qui posent problème. Pourquoi ils posent problème? Un, ce sont des opérateurs qui ne sont pas à jour, dans la majorité des cas, du paiement de leur contrepartie financière. 2, ce sont des opérateurs qui, dans beaucoup de cas, ne payent même pas les ressources rares qui sont mises à leur disposition, c'est-à-dire les ressources de fréquence, les ressources de numérotation. 3, ce sont des opérateurs qui, dans certains cas, ne payent même pas l'interconnexion, c'est-à-dire l'utilisation de réseaux des autres quand ils terminent des appels sur leur réseau. 4, cela pose un problème technique. Parce que malheureusement, ces 4 opérateurs, aujourd'hui, ne rassemblent que 6% des clients de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Laissez-moi y arriver. Laissez-moi y arriver. Je vais y arriver. Quand est-ce qu'il va retirer les licences? Il faut que la population comprenne d'abord pourquoi nous prenons cette décision. Vous l'avez compris peut-être, mais il faut que la population comprenne pourquoi nous prenons cette décision. Ces opérateurs, aujourd'hui, ne rassemblent que 6% des clients de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. 6%, et pourtant, ils ont 50% du spectre. Cela pose des problèmes de qualité de service. Et nous sommes, en 5, à un stade où nous sommes en train de travailler au renouvellement des licences des opérateurs et nous souhaitons faire ce renouvellement dans un marché qui est clarifié, dans un marché qui est lisible. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons dit à ces opérateurs, nous arrêtons la collaboration. Nous retirons la concession que l'État de Côte d'Ivoire vous a accordée. C'est la première chose que nous leur disons. Ensuite, nous leur disons, nous sommes en Côte d'Ivoire, vous employez du personnel, vous avez entre 600 et 800 personnes, il y avait 800 personnes il y a quelque temps, mais évidemment, à cause des difficultés, aujourd'hui ils sont aux environs de 600, mais c'est 600 familles. C'est 600 pères de famille ou mères de famille. Donc nous souhaitons faire en sorte que la casse soit limitée au maximum. Ce sont des opérateurs qui disposent de réseaux sur Abidjan, sur l'intérieur du pays, et nous avons, nous, la conviction qu'un 4e opérateur en Côte d'Ivoire est viable. Donc l'idée, c'est de dire, nous allons vous proposer, une fois ce retrait de licence fait, une fois mis en place le 4e opérateur, nous allons vous proposer d'intégrer ce 4e opérateur avec les conditions qui sont celles de l'État. Donc l'État n'impose rien. Et l'État ne rentre pas dans un jeu qui ne le concerne pas. Oui, mais l'État est dans son rôle en protégeant l'emploi, par exemple. L'État est dans son rôle en faisant en sorte que ses créances sur ces opérateurs-là ne soient pas perdues définitivement. L'État est dans son rôle. Oui, mais pourquoi alors vous ne voulez pas vous immiscer dans ce type dans l'opération? Puisque
les clients sont réels. Qui va gérer ce passif? Ce passif-là, qui va le supporter? Qui va le supporter? Non, ce que nous avons fait, M. Bakayoko, nous avons réuni ces opérateurs à qui nous avons expliqué très clairement les intentions de l'État, à qui nous avons très clairement expliqué les conséquences s'ils ne se mettaient pas à jour dans le délai que nous leur avons donné, qui était le délai d'1 mois. Ce délai va expirer bientôt. Une fois que ce délai a expiré, j'allais dire, dès le lendemain, nous pouvons retirer les licences. C'est-à-dire que ces réseaux-là s'éteignent, le personnel est mis au chômage, en attendant que nous repartions éventuellement dans un nouveau modèle. Ceux qui ne veulent pas aller dans ce nouveau modèle, ben, ils sortent du marché. C'est aussi simple. J'allais dire, il n'y a pas deux options. J'insiste sur cet aspect. Il n'y a pas deux options. Il n'y a pas deux alternatives qui sont offertes à ces opérateurs-là. Aujourd'hui, la décision de l'État, c'est je retire la licence. Mais par contre, comme je suis un État responsable et que je n'ai pas envie que demain on nous dise à nouveau que nous supprimons des emplois, etc., nous disons, voilà, nous vous offrons cette alternative-là. C'est une simple offre et nous espérons que il sera passé à autre chose, Bakayoko, parce que on va passer à autre chose. Au niveau des services électroniques, on voit aujourd'hui que ce service est en vogue. Est-ce qu'il y a un contrôle des procédures et des applications aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous garantir ça? C'est-à-dire que le service électronique qui est aujourd'hui en vogue, par exemple, les sociétés de téléphonie, est-ce qu'ils peuvent par exemple faire du transfert d'argent qu'elles n'ont pas collecté? Autrement dit, est-ce qu'il y a une création monétaire, par exemple? Est-ce que vous contrôlez tout ça, toutes ces applications? Là aussi, il faut savoir que il y a là aussi à faire la différence entre le secteur de la téléphonie. Nous, notre rôle à nous, c'est de réguler ce secteur, de travailler à son développement et de faire en sorte que les choses se passent bien. Il y a ensuite l'aspect bancaire qui est, lui, régulé par la BCEAO et par les ministères qui sont en charge de l'économie et des finances. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, en principe, on ne peut pas être opérateur par exemple, de transfert d'argent si on n'a pas une autorisation avec le ministère qui est en charge de cela, donc le ministère de l'économie et des finances. Ou si on n'a pas une habilitation de la Banque centrale pour le faire. En ce qui nous concerne, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que les réseaux et services qui sont déployés par les opérateurs en Côte d'Ivoire donnent suffisamment de sécurité pour leur permettre d'exercer ce travail-là sans risque pour les consommateurs. Évidemment, il n'y a pas de création monétaire à notre connaissance. Mais il n'y a pas de création monétaire en ce sens où le transfert qui est fait par un opérateur est préalablement précédé, même si je me répète, par un encaissement qui est fait par l'opérateur. Donc, avant un transfert, il y a d'abord un encaissement. Donc, l'opération consiste en un simple transfert de fonds qui ont été reçus. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, cela permet d'affirmer effectivement qu'il n'y a pas de création monétaire et que l'argent qui est transmis, c'est de l'argent qui existait déjà sur le marché, donc créé et autorisé par la BCEAO. Maintenant, les réseaux et services sont ce qu'ils sont. Nous veillons à ce qu'ils marchent bien. Ils marchent bien, nous pouvons l'attester. Et la meilleure preuve de cela, c'est d'ailleurs les volumes qui sont aujourd'hui réalisés dans cette activité de transfert d'argent. Est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a plus de 8 milliards de francs CFA par jour, j'insiste, qui sont transférés à travers les réseaux mobiles. 8 milliards de francs CFA, c'est plus de 2000 milliards de francs CFA par an. Donc il vous reste 2 minutes. C'est un chiffre qu'on note, mais il y a quand même des risques. Sur, par exemple, le mobile banking, le dernier rapport de la direction informatique et des traces technologiques rattachée au ministère de l'Intérieur, on dit que les attaques liées aux services mobiles sont désormais plus importantes que la criminalité traditionnelle. Ça veut dire que les risques, ça existe toujours. Est-ce que votre regard est différent? Ces attaques, peut-être que le travail que nous allons faire ensemble avec les opérateurs de téléphonie et avec le régulateur, ça va être un travail surtout de sensibilisation. Vous pouvez prendre les affaires qui sont éventuellement enregistrées au niveau de la PLCC, de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, et vous vous rendrez compte assez rapidement que dans très peu de cas, une personne agit
à travers un réseau, j'allais dire de machine à machine, pour soustraire de l'argent. En général, elle a entendu un code. En général, on a transmis de l'argent et on a appelé quelqu'un d'autre pour aller prendre cet argent-là. J'allais dire, ce sont là aussi des incidents qui arrivent et qui arrivent surtout à cause de l'imprudence, j'insiste sur ce terme, l'imprudence des utilisateurs. Il convient de les former, il convient de les sensibiliser sur le fait qu'il y a des risques. C'est comme si vous laissez votre code de carte bancaire à quelqu'un, malheureusement, il peut utiliser cette carte-là. Monsieur le ministre, nous allons faire rapidement un tour de l'autre côté où Maïs Sako nous attend. Les téléspectateurs continuent de réagir et expriment des préoccupations. Effectivement, M. Traoré Abou, les téléspectateurs continuent de réagir. Nous avons M. Kwasi Kwame qui appelle Dani Bilekro. Il vous informe, Monsieur le ministre, que les populations à Anibilekro n'ont pas accès au réseau mobile. Je vous explique. Il vous informe que le téléphone ne marche pas. Le téléphone mobile ne marche pas à Pricro. Ils ne peuvent pas appeler, ils ne peuvent pas recevoir d'appels non plus. Comment Monsieur le ministre peut-il les aider? Monsieur Konaté appelle de Londres. Pour Monsieur Konaté, le coût de l'Internet est excessivement élevé en Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas le cas à Londres où il paye l'équivalent de 18 000 francs CFA par mois pour une consommation illimitée de l'Internet, alors qu'en Côte d'Ivoire, ce prix varie entre 30 000 francs et 45 000 francs CFA. Comment le gouvernement peut-il remédier à cela? Et enfin, M. Cissé Adam appelle de Koumassi. Il voudrait que M. le ministre le situe sur une situation, car il a appris que 3 sociétés de téléphonie mobile s'apprêtent à faire une fusion. Est-ce vrai? Comment cette fusion se passera-t-elle dans la pratique? Ces entreprises ont-elles accepté la fusion? Et que deviendront les clients de ces entreprises ainsi que leurs agents? Voilà pour l'instant les préoccupations que nous avons pu identifier. Je voudrais dire que M. Cissé Adama, certainement, Maïs Sako, certainement, vous avez récupéré bien longtemps ces préoccupations. Je pense que le ministre a été suffisamment clair quant à la fusion de ces sociétés et les dispositions qui pourraient être prises, à moins que M. le ministre, par respect pour le téléspectateur, vous lui dites rapidement ce qu'il y a. Ça lui permettra également de nous suivre avant que vous nous répondiez aux 2 autres questions. Okay. Et puis, vous recevrez avec beaucoup de plaisir une voix que vous connaissez, mais voici un visage maintenant, Kolo Koulibaly de Radio Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Okay, merci, M. Traoré. Pour répondre rapidement, effectivement, nous, il a entendu qu'il y a 3 sociétés téléphoniques mobiles qui s'apprêtent à fusionner. J'allais dire, si c'est le cas, tant mieux, parce que c'est la proposition ou c'est l'ouverture que l'État a faite à ces sociétés-là qui, autrement, aujourd'hui, devraient sortir du marché. Bon, donc, j'allais dire, vous pouvez entendre autre chose, un autre discours avant celui-là, c'est que l'État s'apprête à retirer 4 licences de téléphonie mobile. C'est le premier discours à entendre avant d'entendre celui qui consiste donc en la fusion. Et que l'État est regardant, il faut insister sur le cadre personnel. L'État est regardant, évidemment, c'est pour cela. Si c'était une nouvelle licence avec un nouvel acteur, oui, nous aurions eu moins de moyens. Mais dans le cas d'espèce, justement, il y aura un mémorandum d'accord avec ces sociétés-là, éventuellement avec l'opérateur qui viendra donc les supporter dans cette opération-là. Dans ce mémorandum, évidemment, nous veillerons à ce que le personnel soit pris en compte. Nous veillerons à ce qu'un certain nombre de choses, notamment les créances de l'État, soient prises en compte. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais nous travaillons sur cette opération et le moment venu, nous dirons donc à la population ce qu'il en est réellement. À Pricro, on n'entend rien du tout, aucun raisonnement. Je suis un peu surpris, mais encore une fois, ma réponse risque d'être la même. Les opérateurs sont aujourd'hui privés. Les opérateurs vont là où c'est rentable pour eux d'aller. Nous avons fait en sorte de prendre néanmoins un certain nombre de mesures que je vais vous citer rapidement
pour dire que nous ne restons pas non plus les bras ballants. La première mesure, c'est dans leur cahier des charges, des taux de couverture avec un cadencement précis. Donc nous veillons, et la RTCI travaille, nous veillons chaque année à ce que les obligations qui ont été prises par chacun des opérateurs soient tenues. La deuxième chose, c'est que nous avons ouvert par la loi et par les décrets qui ont été pris dernièrement un certain nombre de possibilités, notamment ce qui s'appelle le roaming national. Donc permettre à un opérateur qui n'a pas de réseau dans une zone donnée de conclure un accord avec l'opérateur qui y est pour éventuellement faire passer ses appels ou ses clients. La troisième chose, c'est la mutualisation des équipements. Donc un opérateur peut louer de la capacité, peut louer une position de pylône, etc. pour disposer. Donc cela réduit l'investissement global pour cet opérateur-là dans une région donnée. Nous sommes même allés jusqu'à proposer aux opérateurs des zones d'exclusivité. Parce que malheureusement, certaines villes ou certaines régions en Côte d'Ivoire n'étaient pas rentables, tout simplement parce que chacun des opérateurs attendait, en y allant, que les autres y aillent aussi. Donc en répartissant, évidemment, se répartissant le marché, cela n'était rentable pour aucun d'entre eux. Donc nous avons permis que cette réflexion-là soit faite de façon à donner aux opérateurs des zones d'exclusivité, donc qui permettrait à chacun d'entre eux d'aller de façon totalement rentable dans des zones qui autrement ne le seraient pas. Donc j'allais dire, il y a un grand nombre de choses qui sont faites, et puis nous avons offert désormais le CDMA. Donc dans l'hypothèse où vous n'avez pas, c'est important peut-être de le dire aux populations, dans l'hypothèse où vous n'avez pas de réseau du tout et que vous avez une couverture CDMA, vous pouvez, même si vous êtes privé, même si vous n'êtes pas l'administration, vous pouvez tout à fait vous abonner à ce réseau CDMA. Et ce sont des tarifs qui sont bien moins chers que ceux du mobile. Nous avons décidé donc de l'ouvrir aux populations qui n'ont pas le téléphone mobile. L'Internet semble-t-il plus cher ici qu'à Londres. J'allais dire, les véhicules sont malheureusement plus chers en Côte d'Ivoire aussi qu'à Londres. Vous savez, il y a des choses qui sont objectives. Quand vous fabriquez à Londres et que vous transportez pour venir ici, c'est forcément plus cher. Il se trouve que l'Internet fonctionne aujourd'hui sur des nœuds qui, pour l'essentiel, sont entre l'Europe et les États-Unis. Donc, quand vous acheminez du trafic vers nos pays, ce trafic-là emprunte des câbles sous-marins qui ont été construits. Donc, ce sont des investissements qu'il faut rentabiliser également. Ça coûte plus cher. Et plus on s'éloigne de ces points d'accès, malheureusement, plus ça coûte cher. Mais cela dit, je voudrais dire que sur les 3 dernières années, nous n'avions qu'un seul câble sous-marin quand nous arrivions en 2011, donc le câble SAT3, qui a été installé depuis 2002. Entre 2012 et 2014, 2 nouveaux câbles ont été installés. 2 nouveaux câbles qui ont multiplié par un grand nombre, j'allais dire 2 fois, la capacité qui existait auparavant. Mais le plus important pour nous, en installant ou en faisant la promotion de l'installation de ces câbles, c'était de créer un marché, de faire en sorte qu'il y ait une concurrence entre les opérateurs. Désormais, donc, nous avons le câble ACE et nous avons le câble WAX. Cela a permis, en 2 ans, j'insiste là-dessus, de réduire le coût de 57%, le coût de vente, en gros, de l'Internet de 57%. Évidemment, cela va continuer parce que nous allons nous intéresser spécifiquement à ce marché, nous assurer que les conditions de concurrence sont bonnes et faire en sorte que le régulateur puisse éventuellement interférer dans les modalités de fixation des tarifs de ces opérateurs. Très bien. Kolo Coulibaly, vous avez très peu de temps, malheureusement. On a perdu beaucoup de temps sur les TIC qui occupent, d'ailleurs, qui sont parfois envahissantes. On n'en parle depuis. Allez-y. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. La loi sur la poste qui datait de 1976 a été revue il y a environ 2 ans, avec comme innovation l'ouverture du marché, même si on avait constaté déjà sur le terrain une libéralisation de fait. Aujourd'hui, comment est organisé le marché postal? Le marché postal, premièrement, je dois dire que cette loi dont vous parlez remplace une loi de 1976. Donc vous voyez bien le temps qu'il a fallu pour mettre en place une loi qui prenne en compte complètement l'environnement dans lequel nous sommes. Cette loi, aujourd'hui, elle est prise.
Cette loi, nous avons fait en sorte qu'elle privilégie un certain nombre d'éléments. Premièrement, c'est qu'elle prenne acte, en quelque sorte, de la libéralisation de fait du marché. Parce qu'il était extrêmement difficile de repartir en sens contraire. Il y avait déjà un grand nombre d'opérateurs privés qui faisaient de l'activité de poste à cause des défaillances de l'opérateur qui, à l'époque, était l'opérateur national. Donc, cette loi, aujourd'hui, prend acte du fait que ce marché est libéralisé, mais donc organise, en conséquence, le marché. Cette loi met en place, par exemple, une autorité de régulation du marché de la poste. Nous avons, par décret, donc signé du chef de l'État, désigné la RTCI comme ce régulateur-là, qui est en train de s'organiser aujourd'hui pour se doter de l'expertise qui lui permettra de faire ce travail-là. Cette loi également prévoit un fonds du service universel de la Poste. C'est vraiment important parce que ça n'existait pas. Et comme vous le savez, la Poste est exercée d'une façon égalitaire sur l'ensemble du territoire. La boîte postale coûte la même chose à Abidjan 01 qu'à Tiémé ou qu'à Tabou. Le timbre, il coûte partout la même chose. Que vous expédiez votre enveloppe de Dabou ou que vous l'expédiez de Bouna, ça va coûter la même chose. Voyez. Donc, il y a évidemment à créer autour de ça une péréquation qui va être prise en compte par ce fonds du service universel donc de la Poste, qui va permettre par ailleurs de continuer à investir dans la Poste. Aujourd'hui, nous avons près de 200 points de vente, mais il faut aller plus loin. Dans les villages, souvent, les gens ont besoin de recevoir un courrier, de transmettre un courrier, etc. Donc, il y a ce que nous appelons des points de présence qui vont être créés, qui vont permettre à la Poste donc d'avoir un réseau plus large. Monsieur le ministre, si vous permettez, on voit bien que effectivement vous êtes encore à l'étape de projet. Depuis 2 ans que la loi existe, vous parlez encore de prévoir. Est-ce qu'il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de premiers résultats déjà après 2 ans? Mais les premiers résultats, c'est qu'il y a un régulateur qui a été désigné. Les premiers mais résultats, c'est que les collaborateurs en charge de la régulation de la Poste aujourd'hui sont recrutés et ont commencé à travailler. Les premiers résultats, c'est que nous avons déjà fait appel à tous les opérateurs du service postal sur l'ensemble du territoire national. Ils sont combien? Il y en a combien aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons quelques dizaines d'opérateurs qui se sont enregistrés. Nous avons exactement 39 opérateurs qui se sont enregistrés et aujourd'hui, donc, qui sont connus comme délivrants du service postal. Évidemment, une fois que la cellule qui est en place au niveau de la RTCI va être complètement fonctionnelle, tous les opérateurs, j'insiste là-dessus, qui n'auront pas été identifiés clairement, sortiront du marché, arrêteront de faire de l'activité de poste. Je reviens quand même sur ce que je disais tout à l'heure, donc le service universel, j'expliquais dans quel sens il doit aller. L'autre opération, c'est de faire en sorte qu'un opérateur soit désigné, c'est important là aussi, un opérateur soit désigné qui soit en charge de ce qu'ils appellent le service universel de la Poste. Parce que malheureusement, tous les opérateurs qui vont être sur le marché ne peuvent pas tous faire la même chose. Et il faut bien qu'un opérateur soit en charge de ce service universel-là. Et pour l'instant, pour les 7 ans depuis la prise de la loi, c'est la Poste de Côte d'Ivoire qui a été désignée comme cet opérateur. Donc dans 7 ans, une évaluation sera faite du rendement de cet opérateur du service universel et l'État, en ce moment-là, décidera de reconduire ou pas. On aura le temps de parler de la Poste, mais rapidement, Monsieur le ministre, on constate encore toujours que l'environnement postal, après cette loi, le marché reste encore, on ne peut plus, avec un peu de désordre. Il suffit aujourd'hui d'avoir deux véhicules, communément appelés Gbaka, d'avoir un espace à Djamé, et on fait de l'activité postale, on fait du courrier, on fait du transfert d'argent. Monsieur le ministre, pourquoi il y a encore tout cela? C'est tout cela qui va s'arrêter. Mais vous savez, encore une fois... Mais ça prend du temps, c'est ça aussi la question, ça fait 2 ans. Vous savez, ça ne fait pas 2 ans, la loi a été prise en 2013. Oui, on est en 2015. Non, elle a été prise en septembre 2013. Donc, soyons précis. Et puis, donnons-nous le temps de faire les choses bien. Encore une fois, nous vous expliquons que nous sommes en train de faire les choses d'une façon précise, d'une façon méticuleuse, d'une façon organisée. Les premières étapes ont été franchies. Nous allons aller progressivement vers ce que vous souhaitez. Mais
ça ne peut pas se faire. Vous savez, encore une fois, je dis, la loi ancienne existait depuis 1976. Il a bien fallu que le président Alassane Ouattara arrive au pouvoir pour décider de changer cette loi-là, qui a été changée en 2013. Donc, j'allais dire, saluons déjà cette évolution positive qui a été faite, et puis encourageons les pas qui sont en train d'être aujourd'hui posés par cette nouvelle régulation. Le temps de faire un tour, monsieur le ministre, que la Poste, me semble-t-il, traîne des dettes suffisamment importantes, un passif assez lourd. Vous avez noté? Oui. En attendant, alors permettez-nous, Kolo, les téléspectateurs sont quand même prioritaires. Nous allons faire un dernier tour à quelques minutes de la fin de cette émission, un dernier tour pour retrouver Maïsakou. Oui, monsieur Traoré Abou, nous avons une seule préoccupation à quelques minutes de la fin. C'est celle de monsieur Saint-Joseph qui appelle des deux plateaux. Selon monsieur Saint-Joseph, et ça concerne la Poste, le secteur postal, pour l'ouverture ou pour le renouvellement des boîtes postales, il n'y a pas eu de communication concernant les prix qui sont passés de 12 000 à 20 000 francs CFA. Et ce qui peine surtout M. Saint-Joseph, c'est la pénalité à payer qui est de 50% et qui, selon lui, est très élevée. Comment M. le ministre peut-il améliorer sa communication dans ce sens et aussi comment peut-il revoir à la baisse la pénalité? Voilà. Très bien, alors c'est la dernière préoccupation. Le ministre était en train de regarder ses collaborateurs pour s'assurer que 50% ça fait beaucoup. Mais c'est vrai, monsieur le ministre, moi je l'ai payé. Je suis ma boîte. 50% après janvier. Ça, je peux vous dire. Et je peux vous donner le numéro de la boîte, vous allez vérifier. Mais vous notez, Saint-Joseph estime que ces pénalités sont trop élevées. Et ça, c'est une prise de position que je partage. Ok, nous allons, pour rassurer M. Saint-Joseph et pour vous rassurer vous-même, nous allons en parler avec les collaborateurs de la Poste et voir dans quelle mesure il est possible de faire autrement. Mais ce que je voudrais néanmoins indiquer, c'est que chaque année, et ça tous les Ivoiriens le savent, les renouvellements de boîtes postales, c'est chaque année le 1er janvier. Cette date n'a jamais changé depuis 50 ans. Oui. Depuis 50 ans. Mais les choses ont changé. Donc, oui, les choses ont changé, les choses ont changé, mais j'allais dire, les gens le savent suffisamment longtemps à l'avance. Des rappels sont faits dans la presse, ça je peux l'assurer, des rappels sont faits dans la presse, qui sont nombreux d'ailleurs, ils sont faits quotidiennement pratiquement dans 10 organes de presse tous les jours sur au moins un mois, sur le mois de décembre et une partie du mois de janvier. Bon, donc j'allais dire, c'est quand même suffisamment insistant pour que les propriétaires de boîtes le comprennent. Compris, maintenant, sur le prix n'a pas changé cette année, le prix il a changé depuis l'an dernier. Le prix il a changé depuis l'an dernier, donc depuis 2013. Et à l'époque, nous avions expliqué pourquoi. Parce que 2000 francs par an, 20 000 francs, pardon, 20 000 francs par an, ça revient à moins de 2 000 francs par mois. Moins de 2 000 francs par mois, prenez un bureau de poste, c'est au moins des locaux, c'est des véhicules, c'est un centre de tri, c'est du personnel, etc., etc. Donc, j'allais dire, il y a un minimum de charges et je peux vous assurer que même à 1500 francs, 1800 francs, vous ne couvrez pas ces charges-là. Bon, mais la Poste est un service public, continuez de faire des efforts. Très bien. Il y avait une question? Oui, monsieur le ministre, justement, on parle de la Poste. Aujourd'hui, où on en est avec le plan global de relance de la Poste du Côte d'Ivoire? Merci de nous donner l'occasion, effectivement, de parler de la Poste de Côte d'Ivoire. Nous avons parlé tout à l'heure des réformes qui ont été faites au niveau du secteur postal dans son ensemble. Donc, la Poste de Côte d'Ivoire devient un acteur au même titre que tous les autres. C'est un acteur qui aujourd'hui est l'acteur du service universel, donc cela le différencie néanmoins des autres. Aujourd'hui, la Poste de Côte d'Ivoire se porte bien mieux qu'elle ne se portait au moment où nous arrivions. Au moment où nous arrivions, vous le savez très bien, tous les 2-3 mois, il y avait des incidents parce que les salaires n'étaient pas payés. Depuis un certain temps, vous n'avez plus entendu parler de retard de paiement de salaire pour les 870 au niveau de la Poste. Employés.
Au niveau de la Poste. Est-ce que ces derniers mois, vous avez entendu parler de retard de paiement? Non. Au-delà de cela, nous avons fait en sorte de corriger complètement la situation de bilan de la Poste. Et là, je prends le document qui est devant moi, qui montre qu'en 2011, la Poste avait des capitaux propres négatifs de 18 milliards de francs CFA, 18,6 milliards de francs CFA. Ces capitaux propres, aujourd'hui, ils sont négatifs, ils continuent d'être négatifs, certes, mais seulement de moins 3,2 milliards de francs CFA. Toute la différence a été corrigée. Le chiffre d'affaires, il n'était que de 3,5 milliards en 2011. 3,5 milliards en 2011. Ce chiffre d'affaires est aujourd'hui, en 2013, pardon, de 9,2 milliards et en 2014, provisoirement, il est, parce que les chiffres n'ont pas été définitivement été arrêtés, il est prévu aux environs de 10,5 milliards. 10,5 milliards en 2014. Au-delà, nous avons surtout privilégié les nouvelles activités, c'est-à-dire celles qui vont permettre à la Poste d'être désormais totalement autonome dans sa gestion, dans son fonctionnement. Quelles activités, quelles sont les principales? Je vous en parle. Les 4 principales que nous avons lancées, c'est 1, l'activité commerce électronique, parce que c'est une activité d'avenir, c'est une activité que la Poste pourrait faire relativement facilement, compte tenu de la position qu'elle a, compte tenu du nombre de points de vente qu'elle a, compte tenu du fait qu'elle peut plus facilement que d'autres mettre en œuvre, par exemple, des solutions logistiques sur Abidjan, hors d'Abidjan, etc. Cette activité a besoin d'être lancée, j'en conviens. Nous en parlons régulièrement avec le PCA et le directeur général de la Poste. Je n'ai pas de doute que dans les prochains mois, c'est une activité que vous allez connaître et peut-être même que vous allez aller sur le site de Sanli Shop, donc qui est ce site de commerce électronique de la Poste de Côte d'Ivoire pour faire des achats. La deuxième activité importante qui a été lancée il y a seulement 2 jours, c'est la machine à franchir. La machine à franchir qui est là aussi un potentiel qui peut être relativement important d'activité de chiffre d'affaires, notamment pour les grandes entreprises en Côte d'Ivoire. C'est une des machines à franchir de nouvelle génération, donc qui permettent par exemple une interaction avec les services de la Poste, donc qui savent en temps réel pratiquement ce qui se passe au niveau des facturations. La troisième activité, c'est le commerce, le courrier à l'international. Le courrier à l'international qui est une activité là aussi très importante, qui s'appelle Aramex, que nous avons lancé début janvier. Donc activité très importante qui a été lancée et qui aujourd'hui se développe correctement dans le courrier international. Donc nous faisons la concurrence à tous les autres, je ne vais pas les citer, que vous connaissez aujourd'hui. Donc cette activité est en train là aussi d'évoluer. Et la quatrième activité, c'est le courrier hybride. Le courrier hybride, une activité sur laquelle nous fondons beaucoup d'espoir. Le courrier hybride, pour en dire 2 mots rapidement, c'est justement une jonction que nous faisons entre les métiers du numérique et les métiers de la Poste. Il s'agit par exemple pour les grands facturiers, ça peut être, je peux me permettre de les citer, ça peut être la CIE, ça peut être la SODECI, ça peut être les banques, ça peut être les assurances, ça peut être les opérateurs de téléphonie. Donc pour tous ces grands facturiers, c'est l'envoi d'un fichier électronique à la Poste de Côte d'Ivoire, qui reçoit ce fichier, imprime les factures, met en enveloppe ces factures-là, distribue ces factures à leurs destinataires. Et demain, il faut même envisager la possibilité d'encaisser ces factures pour les reverser à l'entreprise en question. C'est une activité qui n'est pas aujourd'hui cœur de métier chez ces sociétés que je viens de citer et qui peut être parfaitement faite par la Poste à un coût bien moindre que celui que ces sociétés-là supportent aujourd'hui. C'est une activité, mais elle est présente partout. Elle est bien présente partout. Le premier réseau commercial de notre pays, c'est la Poste de Côte d'Ivoire. Et c'est avec plaisir que je vous l'ai dit. Donc, j'allais dire, la Poste aujourd'hui est parfaitement outillée pour faire ce travail-là, pour se redresser avec ce sont les 4 activités prioritaires. Mais en dehors de celles-là, il y en a d'autres qui vont suivre, dont nous parlerons à un autre moment. Mais nos estimations, les business plans qui ont été faits montrent bien que ces 4 activités correctement accompagnées permettent à la Poste de sortir de ces difficultés. Le seul point, j'allais dire, aujourd'hui vous n'avez pas posé la question, mais j'en parle, qui reste pour nous jusqu'à maintenant un point de difficulté,
c'est celui relatif au personnel, notamment l'opération de départ volontaire que nous souhaitons faire du personnel ancien de la Poste. C'est important de le faire tout simplement parce que ce personnel ne peut difficilement être reconverti pour faire les nouveaux métiers dont je viens de parler. C'est du personnel qui, pour l'essentiel, est âgé, c'est du personnel qui est, pour l'essentiel, peut-être même a envie d'aller faire autre chose, de prendre sa retraite, etc. Donc nous souhaitons créer des conditions de départ volontaire, hein. de départ qui soient acceptées par ces personnes-là et qui soient, j'allais dire, suffisamment sociales pour ces personnes-là. C'est pour cela que nous attendons encore. Nous aurions pu, compte tenu de la situation de fonds propres de la Poste, entrer dans d'autres types d'opérations que vous connaissez. Mais j'ai cru lire qu'il y a 870 personnes. Là. Il y a effectivement à peu près ce nombre-là aujourd'hui, 870 personnes. Mais l'idée, c'est en faire partir à peu près, j'avance les chiffres parce que c'est le chiffre que nous avons bien en tête, entre 400 et 500 personnes. Mais c'est important de le dire, entre 400 et 500 personnes pour permettre le recrutement des jeunes. Oui. Pour permettre le recrutement des jeunes, et nous envisageons, si l'opération se fait, nous envisageons le recrutement d'au moins 200 à 300 jeunes qui permettront justement de faire ces activités nouvelles-là avec plus de punch, plus d'efficacité au service. Comment ça va se passer cette opération? Est-ce que ce sera négocié? Est-ce que la Poste a les moyens de supporter cela? Financièrement parlant. Ben, cela a fait partie de nos différentes simulations. Donc, j'allais dire, aujourd'hui, nos prévisions financières, celles sur lesquelles nous travaillons, les business plans qui ont été établis, les plans de trésorerie qui ont été établis, prennent bien en compte ces départs-là avec le coût que cela représente. Donc, j'allais dire, c'est un ensemble, mais aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur une partie sans cette difficulté-là. Est-ce qu'on a des dates quand 2015 D'ici la fin 2015 Nous avons bon espoir d'achever cette opération-là en 2015. Très bien. Nous avons bon espoir tout simplement parce que, au-delà, nous risquons malheureusement de commencer à glisser dans nos plans prévisionnels, ce qui n'est pas l'intérêt de la Poste, ce qui n'est pas l'intérêt de l'État de Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas, de mon point de vue en tout cas, l'intérêt des Ivoiriens. Très bien, merci Kolo. Merci pour ces questions pointues. Monsieur le ministre, nous sommes au terme de cette émission. Je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question. Je souhaite que vous répondiez très rapidement à cette question. L'une de vos priorités, c'était l'éducation. Vous y tenez. Vous avez installé les sites de Cocody, d'Abobo et de Boaké. Et vous savez également que des critiques sont régulières et ces critiques portent sur les différences sur ces trois sites. À qui la faute? Bon, pour être là aussi franc, tout en restant néanmoins constructif, j'allais dire qu'il n'y a pas de critique à faire contre quelqu'un. Il se trouve que quand vous installez des équipements et que à un moment donné, ces équipements-là peuvent être en risque, vous les arrêtez. Vous les arrêtez et vous attendez que les conditions soient réunies pour remettre en marche ces équipements-là. D'une part. Et d'autre part, parce que c'est des équipements qui sont souvent, qui nécessitent souvent une utilisation ou une expertise relativement importante, il faut former des gens qui soient en mesure de les utiliser correctement. Et quand vous formez une fois, deux fois, et que la personne n'a pas complètement maîtrisé, ben vous attendez qu'elle maîtrise complètement avant éventuellement de lui remettre entre les mains l'équipement en question. J'allais dire, il n'y a rien qui soit définitif. Il s'agit d'un passage que nous souhaitons rapide pour permettre justement que ces équipements-là soient complètement utilisés par les populations et surtout par ce milieu étudiantin qui pour nous est une cible extrêmement importante. Ce sont des solutions qui marchent partout.
les solutions qui sont déployées ici ne sont pas différentes de celles qui sont déployées sur les universités aux États-Unis ou sur les campus universitaires en Europe. Ce sont des équipements qui marchent. Ce sont des équipements, ce sont des solutions dans lesquelles nous croyons. Le téléenseignement pour nous, et je suis heureux d'ailleurs que le ministre Nyami en parle régulièrement, le téléenseignement pour nous est l'option, est le futur de nos universités en Côte d'Ivoire. Tout simplement parce que ces universités aujourd'hui font face à ce problème de massification et font face au fait qu'il y a de moins en moins de capacité pour accueillir les étudiants. Les amphis sont pleins, sont trop pleins. Font face au fait qu'il n'y a pas suffisamment d'enseignants. Les enseignants ils doivent être recrutés par l'État. L'État lui-même a également des contraintes au niveau de sa masse salariale, etc. Vous voyez, donc on rentre dans des difficultés qui peuvent heureusement être résolues en mettant en œuvre les solutions TIC. C'est ce qui se fait partout et nous avons bon espoir que ces choses-là vont se faire. Et puis vous avez tellement de projets, vous avez tellement de choses à faire. Si je vous demandais par hasard de m'en citer 3 qui vous semblaient indispensables pour l'année 2015, que direz-vous? C'est difficile de répondre à une telle question, tout simplement parce que le plan ou la stratégie d'ensemble que nous mettons en œuvre, dont j'ai parlé en début d'émission, pour nous, elle est cohérente. Et pour nous, elle va ensemble. C'est-à-dire que les 5 axes dont j'ai parlé doivent aller ensemble. Il ne faut pas justement que l'un aille trop vite, parce que ce serait danser plus vite que la musique. Donc il faut que nous soyons à jour au plan réglementaire, que nous ayons un environnement réglementaire qui soit suffisamment incitatif pour les opérateurs, qui soit suffisamment rassurant, protecteur pour les utilisateurs, et je pense que nous y sommes pratiquement aujourd'hui. Il faut que nous ayons des réseaux d'accès suffisamment bien dimensionnés et qui irriguent l'ensemble de notre territoire, que vous soyez à Abidjan, à Bouna, à Odiéné, à Tabou, à Boisseau, etc., partout. Et c'est ce que nous faisons avec les réseaux en fibre optique qui sont en train d'être construits, qui vont être complétés, donc, comme je l'ai dit, par d'autres solutions. Il faut que nous facilitions l'accès dans le même temps. L'accessibilité, qu'elle soit individuelle, qu'elle soit collective, nous n'avons pas d'autre choix. Avoir des réseaux sans avoir l'accès, c'est avoir des autoroutes sans voiture dessus. Vous voyez, donc ce n'est l'intérêt de personne. Il faut du contenu. Il faut du contenu. Le contenu et les applications, c'est extrêmement important. Sans ça, j'allais dire, nous ne serions pas en train de faire tout ce que nous sommes en train de proposer aujourd'hui. Ce contenu, c'est des choses qui vont permettre à l'État de faire des économies, qui vont permettre à notre État de mieux fonctionner, qui vont permettre aux structures de l'État, partout où elles sont, d'avoir une communication en temps réel, d'avoir une communication avec les populations en temps réel. C'est la possibilité de réduire les coûts dans l'éducation, dans la santé, dans la justice, etc. etc. C'est donner les moyens à nos populations, parce que ça, on n'en parle pas aussi beaucoup. C'est que les TIC ne sont pas qu'un secteur d'activité. Les TIC ont également un impact transversal. Donc aujourd'hui, quand vous déployez les TIC, quand vous développez les TIC, vous développez dans le même sens l'éducation, la santé, la justice, la gouvernance de l'État, etc., etc. Merci, monsieur le ministre. Et j'ajoute, non, j'insiste, pour terminer par ce qui est le 5e axe de notre stratégie, donc c'est les ressources humaines. Pour faire tout ça, nous avons besoin de gens pour construire les réseaux. Nous avons des gens pour entretenir ces réseaux. Nous avons besoin de gens dans la sécurité numérique, etc., etc. Et c'est ce que nous formons via les ATIC, mais également pour les futures générations. C'est ce que nous formons en introduisant l'enseignement dès l'école primaire, en faisant en sorte d'équiper nos établissements secondaires. Et je dois dire qu'aujourd'hui, nous sommes à plus de 150 établissements secondaires publics équipés sur l'ensemble du territoire national, sur à peu près 450. Vous voyez, donc c'est quand même un nombre qui est aujourd'hui relativement important, qui va continuer de croître. Et au niveau du supérieur, nous allons évidemment continuer l'interconnexion de ce qui a été fait aujourd'hui avec les autres universités, notamment celle de Korogo, l'INPHB et celle de Daloa. Très bien. Monsieur le ministre, nous avions été très heureux de vous recevoir. On s'y attendait d'ailleurs, parce que vous étiez dans votre jardin. Nous avions essayé de traduire les préoccupations des téléspectateurs. Je pense que vos messages ont été compris. Cette émission, j'ai mené avec beaucoup de plaisir avec 3 confrères qui sont passés devant vous, Kolo Kulubali, Cheikhna Salif et l'ancien Bakayoko.
Je vous remercie d'être venu, Monsieur le ministre. On espère vous voir à nouveau, Monsieur le porte-parole. J'espère tout simplement que les téléspectateurs ont compris que le message que vous voulez passer. Et je retiens que vous avez 5 axes et ces 5 axes sont prioritaires. Merci d'être venu, Monsieur le ministre. Bon vent. Mesdames et messieurs, cette émission a duré le temps des matchs de football. 90 minutes, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée.